Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe Bocara, bonjour. On en arrive à ce qui va représenter un tournant dans la vie de Théodore Herzl, à savoir l'affaire Dreyfus. Mais avant de parler de cela, je voudrais quand même que vous nous disiez quelle est l'attitude de Théodore Herzl vis-à-vis de son judaïsme et vis-à-vis du judaïsme d'une manière générale. Alors pour cela, je crois qu'il est important de revenir en arrière et d'essayer de voir comment il a fait un long itinéraire sur la question juive. Et je vous propose de remonter. La dernière fois que nous l'avons vu en présence du problème juif, c'était lorsqu'il a démissionné de l'association des étudiants juifs de Vienne. Le problème juif ne s'est pas posé de manière pressante à lui pendant toutes les années qui ont suivi, mais on trouve déjà deux traces intéressantes de son attitude sur la question juive. D'abord, pendant l'été 1888, il a fait un voyage en Angleterre, il est passé à Mayence en Allemagne, et il a été témoin de cris antisémites extrêmement violents, poussés par la populace dans les rues de Mayence. Il a vu ça en spectateur, personne ne savait qu'il était juif, mais il a entendu le cri « Hep Hep ». Vous savez, c'est ce mot, cette phrase latine qui dit « Jérusalem est perdue », qui était le cri des pogromistes et des antisémites de l'époque. Jérusalem est perdita. Exactement, et ce qui est curieux, c'est que ça l'a beaucoup blessé, mais il n'en a rien écrit dans son journal, et ça n'a laissé aucune trace apparente sur le moment. Et c'est en 1895, alors qu'il écrivait l'État juif, qu'il en parle dans son journal, en disant que ces cris-là sont restés gravés dans sa mémoire. Et de la même manière, en 1891, donc juste avant d'aller à Paris, il a fait ce fameux voyage pendant la période de conflit avec sa femme, et il est passé en Espagne, dans les Pyrénées, et en visitant Lourdes, il a vu un infirme, et il a fait une association d'idées, comme dirait Freud, comme on dirait aujourd'hui, et une association d'idées, il a dit, cet infirme-là souffre comme un juif. Et on voit à partir de son journal qu'à ce moment-là, il a eu l'intention d'écrire un roman juif, et il avait déjà pas mal réfléchi à la question. Il l'avait intitulé Samuel Cohn, et le thème de ce roman devait être la souffrance des juifs pauvres, causée aux juifs pauvres par les juifs riches. Et puis tout d'un coup plus rien, parce que c'est resté enfoui au fond de son esprit, et il n'a pas été interpellé, comme on dirait maintenant, par le problème de manière pressante. Mais alors après son arrivée à Paris, l'antisémitisme commence à devenir un phénomène politique majeur de la vie politique française. Donc au départ, il l'observe presque comme un entomologiste, comme il observerait des petites bêtes dans un microscope. Et au départ, il en parle en fait simplement comme un journaliste qui rend compte de manière très objective de ce qu'il observe. Alors, on trouve par exemple en juin 1892 une critique de la pièce Le Prince Aurec, dont l'auteur s'appelait Henri Lavedan, c'était quelqu'un de connu à cette époque-là, où il y a un personnage de juif riche, le baron Horn. Et Herzl estimait que le personnage n'était pas assez bien campé parce que l'auteur ne faisait pas preuve d'assez de compréhension pour les doutes intérieurs, pour les souffrances psychologiques des juifs de son temps. Mais là, il s'agit d'un juif riche, donc il ne fait pas à ce moment-là la séparation entre les responsabilités des juifs riches et des juifs pauvres. Et puis en janvier 1892, il y a un procès à Paris d'un nommé Laurent, qui était un agent des services secrets français, qui avait fait des manipulations boursières et puis qui avait perdu beaucoup d'argent. Et ce Laurent, pour se défendre, avait accusé les Juifs d'avoir divulgué des secrets, d'avoir fait des fuites dans les services secrets. Et Herzl commente d'une petite phrase dans son article de compte-rendu. Il écrit « Monsieur Laurent devra beaucoup insulter les Juifs pour dissimuler ses manipulations ». Mais c'est une phrase de jugement de valeur à partir d'un compte-rendu très objectif. Et puis, toujours dans son journal, dans ses comptes-rendus, il traite de plus en plus souvent de problèmes juifs, même en dehors de la France.
Le journal lui-même en parle souvent. Par exemple, on parle des colonies que le baron de Hirsch est en train d'installer, des colonies de paysans juifs qu'il est en train de créer en Argentine. Il y a une enquête des juifs américains sur la misère des juifs de Russie. Il y a eu des grands débats au Reichstag à Berlin et à Vienne sur le problème juif. Il y a eu même un projet de créer un embryon d'État juif en Arabie Saoudite, sur le territoire actuel de l'Arabie Saoudite. Tout ça, on en parle dans son journal. Et au printemps 1892, à Paris même, se passe une série d'événements touchant à la question juive. Ce sont des duels qui opposent des antisémites notoires avec des personnages juifs qui veulent défendre l'honneur des juifs. Et le duel le plus célèbre a lieu le 24 juin 1892. C'est le capitaine Meyer, qui était un polytechnicien, qui était le symbole même des officiers juifs de l'armée française, qui est tué dans un duel par le marquis de Morès. Et ce duel suivi de la mort du capitaine Morès a été un grand événement national. 50 000 personnes sont venues à son enterrement. Il y a eu un grand débat autour de cette question. Et à l'époque, les chefs de l'armée française ont pris la défense de la mémoire de Meyer en estimant que les antisémites étaient des diviseurs qui portaient atteinte à l'unité, au moral de l'armée, en essayant d'insulter un certain nombre d'officiers particulièrement. On verra qu'il en sera tout à fait autrement quelques années plus tard, au moment de l'affaire Dreyfus. Mais il y a eu on a dit que la conversion a été à un moment une tentation pour Théodore Herzl. Voilà, Herzl, évidemment, comme il parle de plus en plus souvent du fait antisémite et qu'il était un journaliste très créatif, très inventif. Il ne pouvait pas s'empêcher évidemment de réfléchir, d'analyser, d'essayer de formuler des propositions. Et donc il a proposé plusieurs solutions possibles à la question juive et il a vraiment tâtonné pendant toutes ces années-là. Et il a proposé des choses qui nous paraissent pas très sérieuses rétrospectivement, ou dans d'autres plus sérieuses. Mais le fait même qu'il ait changé plusieurs fois de proposition est un indice du fait qu'il s'intéressait beaucoup au problème. Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout. Mais tout ça c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout. C'était un fameux capitaine qui tenait avant tout à sa peau. Un jour, il voit que son sabre le gêne. Aux ennemis, il en fait cadeau. Quel beau cadeau! Là, le sire de Fichtoncan qui s'en va en guerre, en 2 temps et 3 mouvements, sans devant derrière. Là, le sire de Fichtoncan qui s'en va en guerre, en 2 temps et 3 mouvements, badaille Fichtoncan. Vers la mer badaille, à dessous tout le paquet, vers la mer badaille et le petit badaille. Des pieds et des mains toute sa vie, il avait pensé que certains soirs, sur le trône, objet de son envie, il avait fini par s'asseoir, depuis sans crainte et sans secousse, il veillait au trésor surtout. Alors Philippe Boucaran, on parlait de la tentative de conversion, enfin la conversion qui a tenté un moment Théodore Herzl. C'était comme solution au problème, à la question juive. C'est ça, il ne s'agissait pas de conversion individuelle, mais il a pensé pendant un certain nombre d'articles, un certain nombre de mois, à une conversion collective des juifs, notamment en Autriche, pays particulièrement catholique. Il envisageait que les leaders juifs, même les rabbins, pourraient prendre la tête des communautés et se rendre dans les cathédrales pour convertir la communauté juive. Cette idée ne l'a pas travaillé longtemps. Par contre, une autre idée qui lui est venue, il est assez normal qu'elle lui soit venue, c'était l'idée d'utiliser le duel comme méthode de défense. On a parlé de cette série de duels qui ont eu lieu à Paris au printemps 1892. Herzl avait pensé à un instant, lui-même, de manière un peu théâtrale, provoquer en duel les grands chefs de l'antisémitisme de son temps, les chefs du pan-germanisme, du christianisme. Toujours son côté chevaleresque. Voilà.
et en donnant beaucoup de publicité dans les journaux à cette action. Mais là aussi, il a renoncé à cette idée. En tout cas, il y a une idée dont il a été très vite, vis-à-vis de laquelle il a été assez vite refroidi, si l'on peut dire. Ce serait l'idée de la persuasion. C'est-à-dire qu'il a été contacté en 1893 par une société pour la défense des Juifs qui était un peu sur le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui la LICRA ou le MRAP, une association qui voulait faire de la propagande positive pour combattre les préjugés et persuader les non-juifs d'être fraternels à l'égard des Juifs. Et cette méthode-là ne lui a déplu dès le départ. Il a été sceptique. Il a écrit même dans une lettre au dirigeant qui l'avait invité, il y a longtemps qu'il n'est plus possible d'accomplir quoi que ce soit par des moyens polis et modérés. Par contre, alors il y a une dernière solution qu'il a essayé et qui avait plus de valeur aussi bien intellectuelle que émotionnelle et à laquelle il a tenu longtemps. Ça a été l'idée d'une solution du problème juif par le socialisme, parce qu'il a senti pendant toute cette période que les élites de la société non juive n'étaient pas mûres pour accueillir vraiment les juifs en leur sein, et donc une des solutions possibles, c'était que les communautés juives jouent la carte du changement de société, du renversement des classes au pouvoir, et donc de jouer la force montante du mouvement ouvrier, des partis socialistes, et même éventuellement les élites juives, les grands bourgeois juifs pourraient éventuellement se rallier, soutenir les efforts socialistes. Et cette idée-là, il a insisté dessus, il a écrit « Une fois acculés au pied du mur, les Juifs n'auront d'autre alternative que le socialisme ». Un matin du printemps dernier, dans une bourgade lointaine, un petit oiseau printanier vint montrer son aile d'ébène. Un enfant aux jolis yeux bleus aperçut la jeune hirondelle et connaissant l'oiseau fidèle, le salua d'un air joyeux. Les cœurs palpitaient d'espérance et l'enfant disait aux soldats: Sentinelle, ne tirez pas, sentinelle, ne tirez pas. Alors Philippe, je crois qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de l'affaire Dreyfus, on va en parler demain, mais avant même le choc de l'affaire Dreyfus, Theodor Herzl va un peu sentir venir les choses. Il est en train d'écrire, avant que n'éclate l'affaire Dreyfus, il est en train d'écrire une pièce qui s'appelle Le Nouveau Ghetto. Voilà, ça a commencé le 21 octobre 1894, donc en fait 8 jours avant que l'affaire n'éclate sur la place publique. Il était en train de se faire sculpter son bronze dans l'atelier du sculpteur Friedrich Baer, et puis il a eu une espèce d'étincelle. L'idée lui est venue que la réconciliation entre les élites juives et non juives était impossible. Ça, je l'ai déjà dit, et à propos de sa sympathie pour les idées socialistes, donc de sa contestation des élites au pouvoir dans la société non juive. Et l'idée lui est venue d'écrire justement une pièce de théâtre qui montrerait cette impasse dans laquelle se trouve la réconciliation au sommet, si vous voulez, entre les dirigeants des Juifs et les dirigeants de la société non juive. Alors cette pièce de théâtre, il l'a appelée Le Ghetto, justement, pour montrer que les Juifs, en réalité, n'étaient pas sortis du ghetto, même si le ghetto physique n'existait plus, le ghetto psychologique existait encore dans la société où ils vivaient, la société évoluée, avancée. Et le héros de ce ghetto, de cette pièce, Le Ghetto, s'appelle Jacob Samuel. C'est un homme d'affaires juif qui a joué à fond la carte de la rencontre et de la fréquentation des notables et des bourgeois de la société environnante. Et puis, finalement, à la suite de diverses péripéties, il se fait insulter en tant que juif. Alors, il réagit à la manière chevaleresque que Herzl affectionnait. Il provoque en duel celui qui était son ami et qui l'a insulté. Et il meurt pendant ce combat, il perd ce duel.
Mais en tout cas, ces dernières paroles sont pour constater l'impasse, l'impossibilité de s'assimiler. Donc, si vous voulez, déjà tout le travail négatif du constat de l'échec de l'assimilation est déjà fait dans l'esprit de Herzl, dans les jours même où l'affaire est en train d'éclater. Il ne s'aperçoit même pas qu'une affaire est en train d'éclater parce qu'il est enfermé chez lui, et en 17 jours, il a écrit cette pièce qui montre bien à quel point une bonne part de l'itinéraire qui va l'amener à l'idée sioniste est déjà accomplie à froid, avant que la chaleur de la crise ne vienne intervenir. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. Une série qui vous est proposée par Philippe Boucara. À demain.